tous et à toutes. Bienvenue à cette 22e édition, j'ai l'impression de présenter les Césars, du Festival Sciences Frontières. Donc cette année, le thème c'est la Terre et le développement durable. Et pour commencer en fait cette première soirée tous ensemble, mes chers camarades ont décidé de faire une soirée un petit peu optimiste. Parce que c'est vrai que chaque fois qu'on parle de développement durable ou d'écologie, c'est vite quand même assez triste et assez dur. Et donc, ce soir, l'idée, c'est de commencer par un peu rêver sur la Terre, un peu rêver de cette belle Terre, et que chacun d'entre eux, nos éminents invités, nous raconte à leur manière une jolie histoire sur la Terre. Voilà. Patrick Bouchité s'angoisse un petit peu parce que il me dit qu'il n'a rien préparé, mais... Ah bon, il s'angoisse pas du tout, bon. Mais il a un magnifique film à nous présenter sur les animaux et la terre. Non, c'est pas un magnifique film? Non, c'est pas un film. Ah bon, c'est pas un film. Bon, ben j'ai rien compris. C'est pas grave. Je crois qu'on va passer une très bonne soirée quand même. Alors, certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi est-ce que je suis là ce soir à présenter cette soirée auprès de ces grands scientifiques. Moi-même, je me suis aussi un petit peu posé la question. Et je vais vous raconter. En fait, je suis venue l'année dernière pour la première fois accompagnée. Enfin, c'est une histoire d'amour, pour tout vous dire. Voilà. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques temps et qui, tous les ans, depuis 14 ans, réservait absolument passionnément sa semaine pour aller à Cavaillon. Et je me demandais vraiment ce qu'il pouvait bien foutre à Cavaillon. Et s'il n'y avait pas une belle cavaillonnaise derrière tout ça. Puis après, ça a été une belle Marseillaise. Et donc... Je suis venue l'année dernière et là, j'ai découvert effectivement ce que c'était que ce festival. Et comme je crois nombreux d'entre vous, je suis venue assez accro. Voilà. Et pour moi, c'était une grande découverte parce que j'ai pratiquement tout compris de ce qui se disait. Voilà. Et je me suis dit que actrice blonde, si moi j'ai tout compris, en principe, les autres... ça devrait marcher aussi. Voilà. Donc, je ne vous les présente, enfin, je vous les représenterai individuellement, mais on va donc démarrer avec Jean-Marie Pell, puis Pascal Pic, puis Jacques Salomé, puis Elisabeth Motte-Florac, Yves Pacalet, Alain Superbi, Franck Poté, Nardo Vicente et Patrick Bouchité. Mais pour démarrer, nous allons accueillir Christian Alberti pour un petit moment de bonheur. Voilà, à tout de suite. Mesdames et messieurs, pour vous et rien que pour vous, ce soir, une petite minute d'amour. Alors, ouvrez grand vos yeux, laissez-vous aller, laissez-vous rêver, monsieur. Mesdames, excusez-moi, messieurs. Maestro, musica. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar,
Merci Christian. Eh bien, je crois que ça va être à vous, donc Jean-Marie Pelt, d'ouvrir cette série de contes. Bon, Jean-Marie Pelt, évidemment, on ne présente plus. C'est même la mascotte, visiblement, de ce festival. Donc, à vous la parole pour une jolie histoire sur la Terre. Eh bien, merci beaucoup. C'est un peu plus une histoire sur la vie que sur la Terre, mais comme la vie est sur la Terre, ça sera aussi une histoire sur la Terre. C'est une évocation d'un travail de recherche. J'avais travaillé très longtemps sur l'Afghanistan, sur l'écologie et sur les plantes médicinales, et j'avais un peu fait le tour de la question. Et un voyage en Afrique m'avait évidemment beaucoup émoustillé parce que les flores africaines sont infiniment plus riches que les flores du Proche et du Moyen-Orient. Donc j'ai eu envie de m'accrocher aux plantes les plus mystérieuses de l'Afrique, et ce qui était à mes yeux le plus mystérieux, c'était le vaudou. Et donc je me suis dit, on va essayer de tirer au clair les plantes que les vaudous utilisent pour transformer les humains en zombies, et puis pour faire ces étranges résurrections qu'ils célèbrent dans des cultes nocturnes très mystérieux. Et donc je suis parti en Afrique comme ça tout seul, et puis je n'ai rencontré évidemment aucun vaudou, et j'ai simplement compris que si je voulais aller au cœur du mystère, il faudrait que je trouve quelqu'un qui soit au cœur du mystère. Et la deuxième mission en Afrique a consisté non plus du tout à m'intéresser aux plantes du vaudou, mais m'intéresser aux gens qui pourraient me faire entrer dans ce monde mystérieux et dangereux, parce qu'on utilise beaucoup les poisons. Et j'ai trouvé un grand ethnologue français du CNRS, Pierre Verger, qui est décédé il y a 2 ans, et qui était le spécialiste incontesté de la religion vaudou. Alors nous avons parcouru ce monde grâce à sa protection, parce que si on y va sans être protégé, on revient zombie. Ce qui est arrivé à une jeune personne qui a été, malgré mes recommandations de ne pas y aller, qui est revenue dans un état lamentable. Moi je suis revenu en bon état, et j'ai pu rencontrer avec Pierre Verger un guérisseur du Bénin qui opérait au bord de la mer, et qui était considéré comme, disait-on, un grand popo où il habitait, le plus grand guérisseur de l'Afrique. C'était la réputation qu'on lui avait faite. Alors je suis entré en contact avec cet homme, qui avait une carrure plus impressionnante que la mienne, ce qui n'est pas peu dire, et puis qui m'a tout de suite semblé un homme qui connaissait très très bien les plantes. Alors on a décidé de jouer à un jeu et de faire un tour en brousse et de nous montrer mutuellement les plantes que nous connaissions, lui et moi. Alors on est tombé sur un Rauvolfia. Le Rauvolfia, c'est un arbuste que je connaissais bien, parce qu'on en a tiré en 1950 le premier médicament qui soignait les fous, c'est-à-dire les psychoses. Et alors, je lui montre cette plante, et puis je lui demande qu'est-ce que tu en fais. Elle m'a dit, c'est pour soigner les fous. Ben, j'ai dit oui, nous aussi. Oh, il dit, mon père l'utilisait beaucoup autrefois, mon grand-père aussi. Alors ça m'a fait tilt, parce que je me suis dit, son grand-père connaissait ce médicament, alors que nous, occidentaux, nous ne le connaissions pas encore. C'est bien dommage qu'on n'a pas été interviewé son grand-père il y a 50 ans. Ça nous aurait fait 50 ans d'économie pour soigner les psychoses, autrement que par l'abandon dans lequel, à la pitié salpêtrière, on laissait les pauvres malheureux qui étaient atteints de psychose. Donc c'était tout bon. Connaissait le Rauvolfia comme moi. Ensuite, on a vu du Datura. Et là, il m'a dit, ça, c'est ce qui rend fou. J'ai dit, oui, d'accord. Je suis bien d'accord. C'est une plante délirogène. C'est une drogue terrible. C'est bien pire que la cocaïne parce que ça vous assomme complètement et ça vous met dans un état de délire extraordinaire. Et ça vous donne surtout l'impression de voler. Et c'est pourquoi les sorcières, autrefois, utilisaient une plante très voisine, la belladone, qui leur donnait l'impression de voler au-delà des montagnes, à cheval sur un balai,
En fait, elles étaient à cheval, effectivement, sur un balai qu'elles s'introduisaient dans la vulve et qui était enduit de cette drogue-là. C'est comme ça que se passait le sabbat des sorcières. Bon, on connaissait donc tous les deux le datura. On va plus loin, on rencontre de l'aloès. Alors, je lui demande à Issa, et il me dit « constipation, constipation ». On dit « ok, on est d'accord ». Oh, il me dit oui, mais il y a encore autre chose. C'est une plante qui est très très bonne pour la peau quand on a des écorchures ou des ecchymoses. Ah, je me suis dit oui, c'est vrai, j'ai lu ça dans la pharmacopée soviétique. Mon Dieu, il en sait plus que moi, mais il sait aussi ce que savent les Russes. C'est quand même tout à fait surprenant. C'était une époque où l'aloès n'existait pas. Maintenant, l'aloès est extrêmement à la mode en cosmétique et en cosmébiologie. Il y a d'innombrables produits à base d'aloès. À l'époque, ça n'existait pas, mais il connaissait l'aloès. Puis alors, on a continué. Moi, je ne connaissais plus rien. Lui, il connaissait toutes les plantes. Il m'a fait un discours sur chacune qui était absolument surprenant. Et je lui ai demandé, mais comment vous avez retenu tout ça? On se disait, comment tu as retenu tout ça? Ah, elle a dit, ça, je ne peux pas te le dire parce que de toute façon, tu ne comprendras pas. Et Verger me dit, si, il faut l'expliquer à Jean-Marie, comment tu fais. Ah, il dit, oui, mais j'ai jamais expliqué à personne. Ben, explique-nous-le quand même. On se connaît quand même depuis très très longtemps. Ah, il a dit, bon, alors je vais vous expliquer. Alors, viens avec moi, me dit-il. Et alors, il m'emmène au bord de la mer, sur le sable du littoral. Et je repère sur le sable du littoral une plante que je connaissais pour le coup bien, qui est un hypoméa, et je me suis douté de ce qui allait se produire. Et ça s'est produit effectivement, et il a été vers cette plante, il en a pris les fruits, il les a frottés dans ses mains, et il a dit, tu vois, quand je mange ça, je vois ce qui fait trembler la mer, et je vois mon père. Et je me suis dit, eh ben oui, l'hypoméa est en effet connu comme un grand hallucinogène au Mexique. Donc les Africains l'utilisent aussi comme hallucinogène. Donc ce que je raconte au cours est faux, puisque dans tous les livres, je racontais, comme tous les livres racontaient, qu'il n'y avait pas d'hallucinogène en Afrique, qu'il n'y en avait qu'en Asie et qu'en Amérique. Donc ce n'était pas vrai. Bon, c'est comme ça qu'on corrige ses cours. Et ensuite, il m'a dit, tu vois, quand je prends ces graines-là, moi je vois mon père. Et mon père, il me dit ce que je dois donner aux malades. Je dis, ça comment ça, tu vois ton père? Eh ben oui, je vois mon père. Parce que vous allez dans les bibliothèques et vous mettez tout dans des livres. Moi, je n'ai pas besoin de livres, puisque je vois mon père. Et je lui dis, qu'est-ce que tu crois pour ce malade-là? Qu'est-ce que je lui donne, à ton avis? Et alors, mon père, il me dit, il faut lui donner ça, ça et ça. Et alors, je lui donne ce que mon père a dit. Et alors, tu sais, il me dit, ça marche bien, hein, ça marche bien, mais je vois comme tu me regardes, tu comprends rien à ce que je te dis. J'ai dit non, je ne comprends pas très bien, mais j'écoute avec beaucoup d'attention, parce que je trouve ça intéressant. Voilà. Voilà, donc, c'est ce qu'on appelle le chamanisme. C'est une manière d'entrer en contact avec le monde des plantes et le monde de l'esprit, pour ne pas forcément dire des esprits, qui nous est évidemment complètement étranger. Et comme ça nous est complètement étranger, on dit c'est des hallucinations, c'est rien. C'est une sorte d'épiphénomène du cerveau qui n'a aucun sens, puisque nous n'avons jamais trouvé en Occident un sens quelconque à ces plantes hallucinogènes. Mais vous voyez, ces plantes, elles ont un sens, puisque pour ces gens, c'est un moyen d'accéder à un savoir thérapeutique transmis de génération en génération et qui est merveilleusement conservé dans des pratiques qui ne sont pas ni orales ni écrites, mais qui sont inscrites dans une sorte de tradition de génération en génération. Et alors j'étais très intrigué par tout ça, naturellement. Quand nous sommes revenus dans sa maison, il m'a montré tous ses médicaments, il y en avait toute une ribambelle, c'était comme une pharmacie. Et puis il m'a montré son livre d'or. Alors tous les grands présidents africains étaient venus chez lui. Et puis voilà, je tombe sur une lettre d'une personnalité politique française énormément connue, que vous connaissez tous, qui le remerciait de l'avoir soigné si efficacement, comme quoi, vous voyez, vous pouvez être très haut en grade dans la République et parfois avoir besoin d'un guérisseur du Bénin. Et pour finir,
quand je suis rentré, je me suis du coup intéressé à d'autres plantes africaines dont les effets me paraissaient ressembler à ceux de l'Ipomaea. Et j'ai trouvé que l'iboga, que je traitais dans mes cours comme étant un tonique, ce qui ne veut rien dire, était en fait aussi un hallucinogène utilisé au Gabon dans les mêmes conditions. Donc il y avait au moins 2 hallucinogènes et dans des conditions qui donnaient lieu à une manifestation, un culte que les ethnologues connaissaient très bien et que les pharmacologues ne connaissaient pas du tout. Alors nous avons, avec Jacques Florentin, couplé les ethnopharmacologues comme étant les fils des ethnologues et des pharmacologues pour avoir enfin une science qui nous permette de faire le tour de la question et de ne pas segmenter le réel qui ne se laisse pas segmenter, pas plus que la vie d'ailleurs, même si l'on croit que quand on la séquence gène après gène, on a tout compris, ce qui n'est sûrement pas vrai. Merci beaucoup. Donc maintenant, ça va être au tour de Pascal Pic, qui est un grand paléoanthropologue, comme chacun sait, un grand spécialiste des grands singes. Il paraît qu'il y a même sur votre répondeur téléphonique des bruits de singes quand on vous appelle. C'est un chimpanzé qui vous dit bonjour, oui. C'est un chimpanzé qui vous dit bonjour, oui. Mais alors, ce que je ne savais pas, qui m'a un peu intriguée, et est-ce vrai, vous êtes aussi un collègue artiste. Il paraît que vous faites des comédies musicales et que vous faites des chorégraphies. Non, je participe. Non, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'en fait, avec des amis à Lyon, donc une très belle compagnie de danse, nous avons monté effectivement une série. Non. Il essaye de me faire danser, mais moi, c'est un petit peu Balou comme dans le livre de la jungle, vous voyez ce que je veux dire. Mais non, il arrive que je sois sur scène, mais je donne un texte, mais avec les danseurs et surtout les danseuses, ce qui est très agréable. Ah oui, donc vous écrivez des comédies musicales? Non. Bah, vous faites des chorégraphies? Oui, mais c'est pas une comédie musicale, parce qu'il n'y a pas de chant. Il y a de la musique et il y a de la danse. Donc, comédie musicale, effectivement, c'est chanter. Et je danse mieux que je ne chante, donc c'est dire. Mais de toute façon, là, c'est encore à vous. Alors, je ne chante. Merci Charlotte. Non. Alors oui, on nous a demandé, effectivement, mission difficile que de celle que de vous enchanter sur des contes à travers nos histoires de scientifiques. Et il est vrai que les clichés sont contre nous, parce que les scientifiques sont forcément chiants, même quand ils dansent. Alors, donc, petite inspiration, j'espère qu'il vous séduira. Sinon, vous avez le droit de ne pas être content, bien sûr. Alors, puisqu'on va parler de la Terre et un petit peu d'optimisme, eh bien, j'ai appelé ça donc rencontre du 3e type. Alors 1969. 1969, c'est la mission Apollo 11. Et grâce aux merveilles de la technologie humaine, des hommes se retrouvent sur la Lune. Ils alunissent pour la première fois. Et Neil Armstrong est sur la Lune. Il pose un premier pied dans la cendre. On a tous cette image en tête. Un 2e pied. Et cette phrase que vous connaissez tous, bien sûr, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Alors c'est là que je repense à Cyrano de Bergerac, qui aurait bien ri, Cyrano de Bergerac, le vrai, qui pensait qu'il y avait des Sélénites, des habitants sur la Lune. Parce que Cyrano de Bergerac pensait que les hommes n'étaient pas seuls dans l'univers. Vous allez voir la suite. Et pourtant, est-ce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des êtres marchant debout font des petits pas qui vont être des grands pas pour l'humanité? Eh bien, imaginez qu'il y a 3 500 000 ans. 3 500 000 ans. Nous sommes au sud de la grande plaine du Serengeti, et c'est en Tanzanie. Là, un volcan qui s'appelle le Sadiman crache sur la savane des quantités considérables de cendres. Tous les animaux s'enfuient. Et parmi eux, il y en a 2 qui marchent debout, côte à côte. Et peut-être qu'il s'agit de Lucie et de Lucien. Ces traces de pas qui ont été conservées au travers du temps nous montrent 2 pistes sorties de la nuit de l'évolution
Un passage conservé dans la cendre. Et ces deux australopithèques, Lucie et son ami, marchent, ils s'arrêtent, ils font un tour sur eux-mêmes, ils scrutent certainement l'horizon, et ils repartent, et à nouveau, les traces disparaissent dans le temps. Eh bien, entre ces traces laissées à Laetoli, il y a 3 500 000 ans, et ces petits pas laissés par Neil Armstrong sur la Lune, c'est toute l'histoire de l'homme. 3 millions d'années d'évolution. Mais ces hommes qui partent sur la Lune, ils sont toujours dans cette idée, s'échapper de leurs conditions terrestres, aller vers le ciel et, comme des grands singes un peu faustiens, cette volonté complètement irraisonnée d'échapper à la gravitation terrestre et d'aller découvrir d'autres mondes, puisqu'en effet, notre espèce est sur toute la Terre depuis au moins 50 000 ans. Qu'est-ce qui pousse Homo sapiens, nous, à vouloir aller au-delà de l'horizon et après tous les horizons, parce que la Terre est ronde et toute petite, d'aller voir sur la Lune, aujourd'hui, sur Mars. Suprême arrogance, dans les années 1970, ces mêmes hommes, avec leur technologie, construisent une sonde qui s'appelle Pioneer 11, sur laquelle il y a un message. On le voit un homme, on voit une femme, on voit des étoiles, on voit des coordonnées qui indiquent où est le système solaire, où est la Terre. Et ce message, évidemment, il est destiné à ceux ou à qui que vous pouvez imaginer. Mais sur ce message, il n'y a que l'homme et la femme. Rien de la nature, rien des animaux, rien des végétaux. L'homme seul, dans sa quête, évidemment, de sens qui l'amène à ignorer qu'il est sur la plus belle des planètes. Et pendant ce temps sur la Terre, justement, il y a Jane. Jane est là, et elle attend. Elle est aussi en Tanzanie. Elle cherche une rencontre. Et à un moment, l'autre vient. Elle s'appelle Fifi. Fifi sort des fourrés. Elle vient vers Jane. Elle la prend par la main. Et là, dans ce seul geste, ce n'est pas un grand pas dans l'humanité, c'est 12 millions d'années qui se retrouvent. Jane s'appelle Jane Goodall. Fifi s'appelle toujours Fifi. C'est une femelle chimpanzé. Jane Goodall, donc, commence à faire cette rencontre du premier type. Et puis d'autres... Ah ben non. Et puis d'autres femmes sont là. Alors vous voyez, pendant que les hommes, les ingénieurs s'amusent avec leur technologie, dans cette folie faustienne pour aller sur la Lune, les femmes, elles, sont sur la Terre. Elle s'appelle Jane, elle s'appelle Diane, elle s'appelle Shirley, elle s'appelle Sarah, elle s'appelle Birutée Brin d'Amour. Et ces femmes, elles, n'ont pas d'outils, n'ont pas de technologie. Elles n'ont que leur patience, que leurs yeux et leur immense capacité d'observation. Parce que la rencontre du premier type, c'est les chimpanzés avec Jane. La rencontre du deuxième type, c'est Diane avec les gorilles. La rencontre du troisième type, c'est Birutée avec les orang-outans. Et puis après, celle du quatrième type avec les bonobos. Ces femmes, avec leur patience et sans moyens, et méprisées par l'académie et l'institution scientifique, sont en fait en train de faire la plus belle des découvertes, c'est-à-dire qu'à côté de nous, sur cette terre, eh bien, l'homme qui a cru qu'il était si seul dans son arrogance, de telle sorte qu'il a développé tellement de moyens pour s'échapper de la terre, eh bien, il a oublié qu'à côté de lui, effectivement, il y avait là, en Afrique, et quelque part à Bornéo,
d'autres types qu'on appelle chimpanzés, gorilles, bonobos et orang-outans. Et grâce à ces femmes qui, au lieu de faire un petit pas prétentieux sur la Lune et dans la cendre, grâce à ces femmes qui ont attendu avec patience et qui ont tendu une main vers nos frères d'évolution, eh bien, l'homme, dont la plus grande des découvertes, me semble-t-il, de ces derniers siècles, a découvert qu'il n'était plus seul, parce que ses frères d'évolution sont à côté de lui. Maintenant, la question qui nous intéresse tous, et c'est la fin de ce conte qui nous appartient tous, pour combien de temps encore ? Merci beaucoup. C'est une jolie histoire. Alors à vous maintenant, Jacques Salomé. Alors pour moi, c'est difficile de vous présenter parce que vous êtes quelqu'un de tellement étonnant. Vous êtes psychosociologue, on peut dire ça comme ça ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, psychosociologue ? Moi, je connais bien votre travail, j'ai beaucoup lu de choses. Je crois que vous pouvez parler. Oui. Ça veut dire quelqu'un qui s'occupe des gens comme vous et moi, des normosés, par rapport à des normosés. Des normosés, par rapport à des psychologues ou des psychiatres. Ce sont des gens énormes qui osent, c'est ça ? Ce sont des gens qui sont comme vous, qui sont en recherche, qui sont sur un chemin pour peut-être un meilleur mieux-être. Mais vous êtes quand même quelqu'un d'étonnant, vous avez échappé à la mort 2 fois. Quand vous étiez petit, vous avez échappé de justesse à une rafle de nazis. À 14 ans, vous vous retrouvez complètement plâtré des pieds à la tête dans un sanatorium entre la vie et la mort. Et puis, tout ça vous sert à réfléchir sur l'homme, les relations entre les hommes. Mais vous êtes une sorte d'autodidacte quand même. On dirait que vous avez créé comme une espèce de votre propre courant de thérapie. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ce mot, mais c'est un peu ça quand même. Vous essayez de rendre les gens autonomes par rapport à la psychanalyse. C'est quand même ça, c'est assez nouveau ça. Par exemple. Voilà. Ben moi je vous admire beaucoup, je suis très contente d'être à côté de vous ce soir. Merci. À vous. Alors cela s'appelle Le rêve d'une planète. Il était une fois, je préfère prendre ce micro parce il était une fois une très jeune planète, toute ronde et bleue, absolument perdue dans un coin reculé de l'univers, minuscule, face à l'immensité du cosmos. Cette planète avait fait dans son imaginaire de planète un rêve fou. Elle voulait accueillir la vie. Quand elle avait tenté d'évoquer ce rêve autour d'elle, les autres planètes avaient poussé des hauts cris et aussitôt l'avaient mise en garde. Sois prudente, ne t'engage pas à la légère. Tu sais, la vie, quand elle est suffisamment apprivoisée, quand elle commence à s'habituer, quand elle se trouve à l'aise, quand elle se sent en confiance, déborde de partout, a tendance à prendre toute la place, à envahir tout l'espace autour d'elle. Elle est même capable de s'installer chez un humain, et alors là, c'est ton existence même comme planète qui risque d'être menacée. Nous t'invitons à prendre toutes les précautions pour ne pas réaliser ce rêve. Tu peux le garder, tu peux le laisser à l'état de rêve, mais vraiment, ne l'inscris pas dans la réalité. C'était mal connaître la petite planète que de l'inviter à renoncer à son rêve. Elle s'accrochait à lui, elle voulait le concrétiser. C'était l'équivalent pour elle d'un désir d'enfant. De très vieilles planètes qui furent mises au courant de ce qu'elle considérait comme une folie, hochèrent tristement la tête et confirmèrent douloureusement ce que d'autres avaient dit. Mais moi, je ne veux que faire du bien à la vie, disait cette petite planète, lui offrir un peu de place, simplement l'accueillir, lui donner l'occasion de se poser chez moi. J'ai suffisamment d'espace, une atmosphère saine, de l'eau, de l'oxygène en abondance. Je suis baigné plusieurs heures par jour par les rayons généreux du soleil. On ne devrait pas se gêner mutuellement, moi et la vie. D'ailleurs, j'ai commencé à lui préparer un berceau d'humus, à ressembler quelques éléments qui devraient faire plaisir à la vie, murmura émue la petite planète. Vous l'avez entendu ? Je vous parle d'un temps très lointain, où la vie, qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'était pas très recherchée dans ce coin de l'univers, attendait désespérément depuis des milliards d'années de trouver un endroit qui accepterait de l'héberger, simplement pour se reposer, s'épanouir aussi. Et la petite planète, qui tenait tellement à son rêve, accepta un jour de recevoir la vie.
Ne croyez pas que cela se fit d'un seul coup, brutalement. Oh non, cela commença par des choses minuscules, microscopiques, invisibles, parcellaires, de façon qui aurait pu paraître à un œil non averti un peu désordonnée. La gestation de la vie sur Terre, vous avez-je dit que la petite planète bleue s'appelait la Terre, dura plusieurs autres milliards d'années. La Terre vit avec surprise et plaisir aussi que la vie se développait sous des formes incroyablement diverses. Elle vibrait de partout, s'insérait subtilement dans le minéral, resplendissait dans le végétal, proliférait dans l'animal, et un jour dynamisa ce qui allait devenir un être humain. À partir de là, quelque chose s'accéléra, quelque chose de plus s'incarna, et en quelques centaines de milliers d'années seulement, un homme accéda à la station debout, inventa des outils dont certains devinrent des armes. Puis la vie, sous la forme des humains, se lassa à la conquête de la terre. Elle l'exploita, la violenta un peu, tenta de lui apporter de nombreuses modifications dans le souci de l'améliorer, mais surtout, de la rendre plus rentable. Plus rentable veut dire extraire quelque chose, extraire de quelque chose, de quelqu'un, le maximum d'avantages et de profit, sans se soucier des conséquences, des blessures infligées, des dommages irrémédiables, des violences visibles et d'autres plus invisibles, et peut-être plus terrifiantes, sans surtout penser à l'avenir. La planète Terre était de bonne composition. Elle s'adapta dans un premier temps, résista un peu dans un second temps, tenta de négocier par la médiation de vieux sages, mais garda longtemps l'illusion que les hommes allaient l'aimer, lui être reconnaissants de les avoir accueillis, protégés depuis l'enfance de l'humanité. Aujourd'hui encore, jusqu'à ces derniers temps, elle ne se décourage pas. Elle cherche des alliés, s'ingénie à ouvrir, à révéler des consciences, à envoyer des signaux d'urgence. Mais les hommes semblent être fidèles à un dicton que je tiens de ma grand-mère. Nul n'est plus sourd que celui qui entend. Il faut que je vous dise aussi que la faiblesse de la terre, c'est qu'elle s'est prise d'affection pour les hommes. Elle éprouve pour eux un immense amour. Malheureusement, pour l'instant, cela semble être un amour à sens unique. Mais comme tous ceux qui aiment la terre, la terre est prête à accepter beaucoup, à supporter l'insupportable, à accueillir l'inacceptable, à pardonner l'intolérable, à respecter même l'inconscience. Pour l'instant, si un jour, vous qui m'écoutez, vous avez quelque influence sur les hommes, dites-leur s'il vous plaît que la terre mérite d'être aimée et respectée. Merci à vous. Merci beaucoup Jacques. Avant d'écouter Elisabeth Motte-Florac, on va retrouver Christian qui nous a préparé encore quelque chose. Christian et la Baraka Théâtre. Eh bien, j'avais un numéro à vous montrer et monsieur, je vous dédie cet instant. Un pas de danse qui m'a permis de retrouver mon corps. Un soir, chez moi, assis devant la cheminée, je me suis mis à faire bouger cet objet. Et j'ai senti la terre dans sa profondeur. Maestro, musique.
Alors, Elisabeth Motte-Florac, vous êtes vraiment une femme incroyable. Vous êtes non seulement ethnopharmacologue, donc vous êtes une sorte de pharmacienne du monde, si j'ai bien compris. Le professeur Pelt a expliqué de quoi il était question quand on parle d'ethnopharmacologie. Donc vous avez expliqué tout à l'heure ce que c'était. C'est un enfant entre la pharmacologie et l'ethnologie. Et moi, j'ai été amené à découvrir l'ethnologie que je ne connaissais pas du tout et qui a été une clé de compréhension de ma propre spécialité qui a été éclairée par l'ethnologie, en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, que vous étudiez toutes les substances qui guérissent les gens dans tous les peuples divers et variés? Il y a beaucoup de personnes pour faire ça, et le travail d'ethnopharmacologue, c'est précisément de partager le travail, de travailler en équipe, puisqu'on ne peut pas tout seul tout faire. Donc, Ah, le micro ne marche pas. Peut-être vous vous approcher. si je m'accroche... Ah, pardon. Voilà. D'accord, merci. Et alors, j'apprends aussi que vous préparez des plats un petit peu spéciaux pour vos amis. Donc, je crois que je préférais qu'on ait une relation plutôt professionnelle. Je vous invite, si vous voulez. Alors, je vous explique ce qu'on m'a donné sur sa fiche. Elle prépare des insectes qu'elle mange et qu'elle accommode à sa sauce, à sa manière, pour ses amis. Oui. Vous avez beaucoup d'amis? Vous avez toujours beaucoup d'amis? Oui, j'ai toujours beaucoup d'amis et qui ont découvert avec beaucoup de plaisir justement Alors, quelle est votre spécialité, par exemple? Je n'ai pas de spécialité, la pizza au cafard, si vous voulez. Ah, ça a l'air... Mais ce qui est très amusant, c'est que quand on fait la pizza au cafard, il n'y a pas de cafard sur toute la pizza, que les gens prennent des airs absolument dégoûtés pour manger un petit bout de pizza qui n'a pas de cafard. Je comprends, c'est plus joli, un petit peu comme les olives. Voilà, tu peux me présenter comme ça fait une jolie présentation, c'est vrai. Bon. Ceci dit, vous mangez des huîtres? Je mange des huîtres, oui. Ah, elles sont bien vivantes. C'est vrai. Non, mais de toute façon, je comprends. Et des crevettes, les cousines. Et des voilà. crevettes. Donc, mais les cafards, non, mais je vais m'y mettre. Bien dodu, c'est très bon. Sûrement. Eh bien, c'est à vous. Merci. Je vais peut-être prendre celui-ci, s'il marche correctement. Non, ou celui-ci. Bon. Donc, je vais laisser la parole, moi, aux Aztèques, parce que ce sont des personnes qui, comme beaucoup d'hommes sur Terre, savent regarder la nature et en ont une vision très poétique. Et donc, je vous invite à partir au Mexique, il y a plus d'un demi-millénaire, donc avant l'arrivée des Espagnols, dans ce centre du Mexique où il y avait les Aztèques, qu'on appelle aussi les Mexicas ou les Nahuas, qui avaient très peur. C'était des hommes très angoissés parce qu'ils avaient peur de ne pas plaire aux dieux, parce qu'ils savaient que le monde dans lequel ils vivaient, qui est aussi le monde dans lequel nous vivons, avait été précédé par 4 mondes qu'ils appelaient des soleils, et chacun de ces mondes, chacun de ces soleils avait été terminé par une grande dévastation de la terre. Le premier soleil, c'était le soleil du dieu Tigre, et les dieux avaient décidé de créer des hommes, mais ils avaient créé des géants qui étaient en terre, donc les hommes étaient un petit peu pâteaux, ils ne savaient pas très bien comment marcher, etc. Et donc, ils n'arrivaient pas à faire grand-chose. Au bout d'un moment, les dieux en ont eu assez. Ils ont fait un tremblement de terre absolument immense, et donc tous les hommes qui étaient dessus sont tombés, se sont cassés, et les montagnes ont été créées. Les dieux se sont remis à la tâche tout de suite, ils se sont recommencés, ils se sont dit, cette fois-ci, on va réussir. Donc, ils ont demandé au dieu du vent de prendre la place du soleil pour diriger toute la création, et ils ont créé des hommes en pâte de farine de maïs, des hommes qui étaient absolument magnifiques, mais qui étaient tellement beaux qu'ils passaient leur temps à se regarder et à être très contents d'eux-mêmes. Donc, bien sûr, ils n'adoraient pas les dieux se sont fâchés, et il y a eu un ouragan. Tous les hommes ont été emportés, sauf quelques-uns qui vont intéresser M. Pic, puisqu'ils se sont agrippés aux branches et ils sont devenus des singes. Fin du 2e monde, début du 3e monde, parce que les dieux ont dit on va y arriver, donc ils ont recommencé. Et ils ont demandé au dieu de la pluie de prendre la place du soleil, ce qu'il a fait. Ils ont créé des hommes et ils se sont dit, mais pourquoi, diable, étaient-ils tout le temps en train de se regarder? Ah, bien sûr, on avait oublié de leur mettre un cœur. Et donc, ils ne s'intéressaient qu'à eux et pas aux autres. Donc, ils recommencent un homme en pâte, en farine de maïs, et ils lui mettent un cœur, sauf que le dieu qui était chargé de faire les cœurs l'a fait un petit peu trop gros. Et donc, les hommes qui étaient là passaient leur temps à parler entre eux, à se regarder, à s'observer, à discuter, etc. Ils parlaient tellement qu'ils ne s'occupaient pas des dieux. Les dieux ont été très mécontents, et ils ont envoyé une pluie de feu,
une éruption volcanique, tout a été détruit, sauf quelques hommes qui ont été brûlés, mais qui se sont transformés en dindons. Fin du troisième monde. Alors là, les dieux étaient quand même un petit peu fatigués, ils se sont dit comment on va y arriver. Et puis ils ont quand même dit, puis il y avait le problème de la parité aussi. Alors ils ont envoyé une déesse pour tenir le rôle de soleil. C'était la déesse qui était la femme du dieu de la pluie, c'était la déesse des lacs et des eaux douces. Et ils ont dit, bon, on arrête avec la pâte de maïs, c'est trop dangereux, on va faire des hommes avec des os. Très bien, ils avaient fait des géants, ils avaient fait des hommes de taille moyenne, ils se sont dit, on va essayer les petits. Sauf que, comme ils avaient créé des hommes très petits, ils couraient partout parce qu'ils ne savaient pas où ils se trouvaient, ils cherchaient, donc ils ne s'intéressaient pas aux dieux non plus, les dieux se sont vengés, inondation, et les hommes ont été transformés en poissons. Arrive le 5e soleil, et là, vraiment, les dieux en avaient par-dessus la tête. Ils disent, non, c'est fini, on ne crée plus d'hommes, la terre, elle restera vide, tant pis, on en finit là. Il y a quand même eu un dieu qui ne voulait pas suivre les autres et qui a dit, non, moi, je voudrais absolument qu'on crée un dernier soleil, le 5e. Alors les autres ont dit, bon d'accord. Alors il leur a demandé, il leur a dit, qui veut prendre la place du soleil? Alors instantanément, il y a le dieu escargot qui est arrivé. Plein de sa magnificence, il est arrivé, il savait qu'il avait le nombre d'or inscrit dans sa coquille, donc il arrivait, il se savait l'intelligence de la nature. Il a dit, moi je serai le soleil. Alors les dieux lui ont dit, d'accord, on va préparer un feu, tu vas sauter dedans. Un pas en arrière du dieu escargot qui dit, là je ne suis pas tout à fait d'accord. Le temps qu'il disait ça, un tout petit dieu qui était très laid, qui était lépreux, il avait des bubons partout, il était bossu, arrive et dit « Moi, je serai le soleil », et aussitôt, il se jette dans le feu, il devient le soleil. Alors, les autres dieux, bien sûr, ne sont pas très contents de ce qu'a fait l'escargot. Ils le tapent, ils le jettent dans le feu, et l'escargot devient la lune, et vous comprenez pourquoi il y a des cicatrices sur la lune. Alors, une fois que le soleil était en place et la lune aussi, il restait à créer des hommes. Donc le serpent à plumes, qui était ce fameux Quetzalcoatl du Mexique, dit je vais descendre chercher des os dans les sous-sols, enfin dans la partie souterraine. Et là, il rencontre bien sûr les seigneurs, les gardiens de ces zones souterraines, et il leur demande des os pour recréer des hommes. Alors les gardiens lui disent écoute, nous, on veut bien te donner des os, mais il faut quand même que tu répondes à certaines de nos demandes. Et en particulier, tiens, tu n'as qu'à faire résonner cette magnifique conque. Alors, Quetzalcoatl dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai des amis sur Terre, je vais les appeler. Il appelle un ver de terre qui arrive et qui vient faire des trous dans la conque. Puis, une fois que c'est fait, il le remercie, il appelle la reine des abeilles, il lui dit de venir danser dans ce lieu qu'il a préparé pour elle avec des trous. La reine des abeilles arrive, elle est suivie par ses serviteurs, par tous ses maris, les faux bourdons, par ses cousins, les bourdons, etc. Tout le monde arrive, tout le monde danse, et de la musique sort de la conque. Et donc, le serpent à plumes peut récupérer ses os. Il remonte à la surface de la terre et il prépare 2 tas, un tas pour faire l'homme, un tas pour faire la femme. Il fait des scarifications sur son sexe, il verse un petit peu de sang sur les uns, un petit peu de sang sur les autres, et l'homme et la femme sont créés. Alors, parenthèse, comme il avait été aidé par le ver de terre, bien sûr, il n'a pas récupéré le ver de terre pour le couper en morceaux, le faire frire et préparer un onguent pour adoucir les douleurs de sa verge. Il a souffert en silence. Fin de la parenthèse. L'homme et la femme étant créés, la première des choses qu'il commence à faire, c'est de dire « on a faim ». Alors Quetzalcoatl ne sait vraiment pas quoi leur donner à manger. Il regarde, il part à la recherche de ce qu'il peut trouver sur Terre. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve une fourmi rouge. Oh, merveille! Il dit, je vais leur donner. C'est un excellent fortifiant. Il y a beaucoup de gens qui en mangent. C'est parfait, je vais le leur donner. Et puis il s'approche de la fourmi rouge avec précaution parce qu'il sait qu'elle n'est pas commode. Et il voit qu'elle est en train de porter une graine. Donc il se dit, peut-être il vaudrait mieux que je lui demande la graine plutôt que de la faire manger. Donc il s'approche d'elle et il lui dit « Est-ce que cette graine peut être mangée par les hommes que je viens de faire ?» La fourmi rouge ne s'arrête pas, mais elle lui fait un signe de la tête « Oui, oui ». Donc il continue et il lui dit « Mais cette graine, où est-ce que tu l'as trouvée ?» Arrêt instantané de la fourmi rouge qui lui dit tss. Alors s'il y a Bernard Werber dans la salle, il vous dira que dans le langage fourmi rouge, ça veut dire
tu n'en sauras rien, c'est un secret. Donc Quetzalcoatl est très, très embêté et il ne veut pas trop s'en approcher parce qu'il sait qu'elle pique. Il sait en même temps que ces piqûres, elles sont très bonnes puisque c'est bon pour les rhumatismes, c'est bon pour les douleurs, donc ça doit être quand même une gentille fourmi rouge. Et il insiste, il lui dit mais c'est vraiment pour l'humanité, c'est pour les hommes, il faut que tu fasses quelque chose pour eux. Dis-moi d'où ça vient. Donc elle lui dit, ça vient de la montagne de l'alimentation, viens avec moi et je vais te montrer. Donc ils y vont ensemble, sauf qu'arrivé bien sûr à la montagne, la fourmi rouge rentre dans le sol par un petit trou, le serpent à plumes, lui, reste dehors. Il va vite voir des magiciens, se transforme en fourmi noire et à tous les deux, ils vont chercher les graines qu'ils rapportent. Les hommes les mangent, sont très contents et au bout d'un moment, Quetzalcoatl en a vraiment assez d'être transformé en fourmi noire et de faire des allers-retours. Et donc, il essaye de transporter la montagne de l'alimentation, il n'y arrive pas. Il demande aux divinités de l'aider. Le dieu de la foudre, un coup d'éclair, un coup de foudre et il ouvre la montagne en deux. Le dieu du vent arrive, disperse toutes les graines et le dieu de la pluie arrive et fait germer les graines. Et les hommes ont eu de quoi manger. Mais depuis, les hommes ne se sont pas intéressés seulement aux plantes qu'ils avaient et qui ont poussé grâce à tous ces dieux. Ils se sont intéressés aussi à la fourmi noire, puisque c'est elle qui leur avait apporté de quoi manger. Et donc, ils ont commencé à manger la fourmi noire, à manger ses œufs et à manger tous les insectes qui se trouvaient à leur portée. Et depuis, les insectes sont consommés dans tout le Mexique et dans toute la région. Après, qu'est devenue la terreur, enfin, comment se comportent les hommes par rapport aux dieux? Est-ce qu'ils répondent à leur attente? Ça, on le saura plus tard et c'est vous qui le savez. Merci Elisabeth. Alors, il y a les ethnopharmacologues ou pharmaco-ethnologues, mais vous avez d'autres collègues maintenant. Vous savez qu'on suit les chimpanzés maintenant, qui savent se soigner, et voilà, absolument. Donc, vous voyez, faire disparaître des espèces si proches de nous, c'est d'abord très difficile à admettre pour ces espèces, mais aussi pour les hommes. Comment ils se soignent ? C'est-à-dire que peut-être qu'ils appellent leurs ancêtres, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ils connaissent des tas de plantes et aujourd'hui, des gens les suivent contre les parasites ou autres, effectivement, et ça montre bien que nous sommes tous liés. Donc je permets de faire cette remarque, parce qu'effectivement, ça revient vers vous. Alors maintenant, Yves Pacalet, vous êtes d'abord un philosophe universitaire brillant, je vois ça. Puis je vois qu'en 1968, vous vous demandez si vos pensées sont bien en adéquation avec vos actes, et hop, ni une ni deux, vous partez rejoindre le commandant Cousteau. Alors ça veut dire quoi ça ? Je crois qu'il ne marche pas. Il marche. Vous êtes chroniqueur évidemment aussi à Europe 1, vous avez fait plein de choses. Oui, non, j'ai simplement échangé ma capacité à écrire, ce que j'avais appris aux grandes écoles, comme on dit, contre la possibilité de faire quelques voyages au bout du monde, d'aller à la rencontre des baleines, des dauphins, du corail. Ça correspondait tout à fait à ma nature, qui est un peu aventureuse, un peu une nature de connaissance. Et puis surtout, je crois que j'ai trouvé dans ces voyages définitivement l'idée que la nature est un grand poème. Et la littérature et la nature se rejoignent dans la beauté. Et donc c'est comme ça que vous êtes devenu un peu la plume, si je puis dire, de Cousteau. C'est vous qui avez écrit, parce que vous avez écrit beaucoup de choses du coup sur la mer avec lui. Et... Oui, j'ai été la plume de Cousteau pendant 15 ans. Pour des livres, pour des commentaires de films, pour des discours à des occasions variées. Mais j'ai trouvé dans cette expérience, en dehors du côté de l'aventure, qui est toujours propre à faire rêver, un petit bateau, une Calypso c'est 45 mètres de longueur. Malheureusement, vous savez qu'elle est en train de pourrir à l'heure actuelle dans le port de La Rochelle pour des bagarres assez sinistres d'héritage. Ce bateau mythique qui a fait rêver le monde entier nous a apporté l'aventure, nous a apporté le bonheur d'être sur la mer, quelquefois un bonheur un peu dur, hein, parce que la mer est vraiment de temps en temps extrêmement méchante. On a plusieurs reprises été dans la configuration de la personne qui se dit je suis encore vivant maintenant, mais dans 10 minutes c'est pas sûr. Parce Jusqu'à que la maintenant tempête tout va bien. voilà. Mais c'était aussi l'occasion de courir le monde, et moi je pensais que ce monde-là
valait le coup d'être découvert. J'ai en effet participé à mai 68, j'ai dépavé les pavés, je le reconnais, je le confesse. À l'époque, on Donc c'était sous les avait pavés, agité... sous les pavés la plage. Voilà, c'est ça. Maintenant, la plage y est, voilà, ça y est, la boucle est bouclée. On avait agité de grandes idées très généreuses de partage que je n'ai pas renié du tout. Et j'ai voulu aller voir dans le monde si ce partage était possible. Bien. Et puis, bien entendu, à l'occasion de ces voyages, eh bien, on s'est aperçu que ce monde était en état de destruction rapide. Et les hommes étaient de plus en plus nombreux. Et que donc, cette question angoissante allait se poser, se pose maintenant. Est-ce que des hommes de plus en plus nombreux et de plus en plus avides de consommation sur une terre qui n'a pas changé, on n'en parle pas de ça ce soir. eh bien, est-ce que ces hommes vont être capables de... C'est amour, joie, Oui. bonheur, beauté. Voilà. C'est- Alors, c'est vrai que les histoires pour qu'on demain. peut raconter sur les bonheurs qu'on a trouvés dans la nature sont extrêmement nombreuses, parce que la rencontre du dauphin, la rencontre du requin, la rencontre de la toute petite crevette au fond de la mer qui est absolument magnifique, transparente, sur un alcyonnaire rose et qui prend la couleur de l'alcyonnaire, ça donne des visions qui sont réellement inoubliables. Mais J'ai une autre vision des actionnaires, mais Hmm un actionnaire rose, pour le moment, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Bon. Allez-y, c'est à vous. Non, alors simplement, c'est vrai qu'on peut, je peux raconter des quantités de petites histoires, de petits bonheurs sur le chemin de mes découvertes sur la mer, mais aussi sur la terre. J'ai beaucoup couru les montagnes, comme les mers. L'histoire que je voudrais vous raconter, c'est semble-t-il, à mes yeux en tout cas, un symbole de ce que nous sommes aujourd'hui sur la Terre, nous les hommes. Nous sommes à la limite entre la beauté et l'horreur, entre la beauté d'une vie en harmonie avec cette planète qui nous a permis d'exister depuis qu'elle a créé la vie, il y a presque 4 milliards d'années, depuis qu'elle a créé les hommes sous la forme des australopithèques, puis la grande série des suivants. Donc nous avons un côté bonheur, un côté harmonie avec la nature, et puis nous avons un côté extrêmement destructeur. Et à l'heure actuelle, nous sommes, me semble-t-il, en permanence en train de surfer sur cette lame étroite. Je me souviens d'un voyage que je fais d'ailleurs avec la complicité de Franck Potet en Nouvelle-Guinée, chez les Papous. Et j'y suis allé, on y est allé avec Cousteau de l'autre côté sur le fleuve Sipik. Là, j'y suis retourné il y a quelques années. Et quand on va en Nouvelle-Guinée, on va chez les Papous. Et on a dans l'idée que ce monde des Papous est un monde parfaitement sauvage, un monde où les hommes sont primitifs, où ils en sont quasiment à l'âge de pierre, où ils vivent dans une parfaite harmonie avec la nature, où pour aller les trouver, on doit faire des marches absolument impossibles dans la jungle, d'abord dans la mangrove, puis dans la forêt. Un monde où la forêt vierge elle-même est quasiment illimitée, où on peut se perdre. Tout ça est encore un peu vrai, mais tout ça est de moins en moins vrai. Et ce monde de l'entre-deux que j'ai vu est par bien des côtés encore enchanteur. On se retrouve au contact de ces populations qui sont d'une autre culture, qui ont d'autres croyances très chamaniques. Bon. Et puis on s'aperçoit aussi que dans bien des villages, maintenant, la télévision est arrivée. Les hommes sont en t-shirt Milan AC ou Lakers de Los Angeles. On s'aperçoit qu'il y a une antenne de télévision et que dans le seul magasin qui existe dans le petit village, eh bien, on vend toutes sortes de sodas, Coca-Cola et autres. Donc la civilisation est partout. Alors on navigue, et c'est le cas de le dire, puisqu'on va d'île en île, et puis après on débarque sur la Grande Terre, entre des moments où on a l'impression que ce monde d'avant, ce monde de la beauté, ce monde de la pureté est toujours là.
On débarque dans des îles perdues qui sont d'une splendeur incroyable, avec une jungle effectivement impénétrable, avec des oiseaux de paradis qui sont encore dans les branches, avec des calaos. On plonge et puis on trouve des récifs de coraux parmi les plus beaux que j'ai jamais vus, avec des alignements de coraux merveilleux où passent des bandes de poissons chirurgiens, de poissons anges, de poissons anges de toutes les couleurs. Et puis, de temps en temps, on est arrêté par quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que cette nature dans laquelle on s'était fondu, dans laquelle on s'était pris, on s'aperçoit qu'elle commence à avoir des blessures. On était environné d'un banc de ludgents roses avec des poissons clowns dans les anémones de mer, et puis quelques coups de palme encore, et le récif est entièrement détruit. Il n'y a plus rien. Il est réduit en sorte de poudre. Et là, quand on connaît les choses, on sait ce que c'est. C'est le début de la mauvaise civilisation qui arrive, parce que ce récif est en butte à des pêches destructrices. Ici, des riches marchands, chinois pour la plupart, passent et payent les gens du coin pour aller pêcher à la dynamite, au poison, au cyanure, et puis également pour aller pêcher sélectivement les requins. Et je suis monté à bord de certains bateaux, et il y a des milliers, à bord d'un seul petit bateau, d'ailerons de requins qui sont vendus très cher sur les marchés du monde entier, dans les restaurants chinois chics. J'en profite au passage pour dire, ne prenez jamais un potage aux ailerons de requins, vous êtes en train d'éliminer tous les requins de la Terre si vous faites ça. Et donc cette nature qui est très belle est aussi de temps en temps déchirée. Et quand on arrive sur la Grande Terre, c'est un peu la même chose. On rentre dans des forêts vierges réellement gigantesques, avec des arbres de fer qui font 50 mètres de hauteur, avec toute une population de petits kangourous qui passent, avec des oiseaux de 20 espèces, des serpents, des insectes, évidemment. Je ne dis même pas le nombre qui existe, des papillons ornithoptères qui sont les plus beaux papillons du monde. Et puis d'un seul coup, on tombe là aussi sur la blessure. Les forestiers commencent à arriver en Nouvelle-Guinée, qui est la dernière forêt vierge du monde. Et les forestiers commencent à couper cette dernière forêt vierge du monde. Et quand on arrive chez les Papous, je suis allé chez les Camorros et puis les Asmates, c'est après des marches effectivement encore très difficiles parfois. Il faut remonter des rivières dans des pirogues, traverser des mangroves avec de la gadoue jusqu'au ventre. Et puis on est bien, on est dans la nature, on aime ça. On regarde les poissons marcheurs qui grimpent aux arbres, attraper les insectes. On admire cette mangrove qui est l'union de la terre et de la mer. On arrive dans ce village de Papous, dont je veux vous raconter l'histoire maintenant, et on assiste à une cérémonie qui, à mes yeux, est le symbole de ce qui arrive sur la terre pour tous les hommes et pour la nature. La nuit tombe, le village semble vaquer à ses occupations. Il y a au milieu, comme chez toutes ces civilisations, une grande maison qui est la maison communautaire, la Longhouse en pidgin English, et donc une grande maison. Et cette grande maison est occupée par quelques hommes assez âgés. La soirée s'avance dans une sorte de parfum de boue, de la mangrove et de feux qui sont allumés, avec cette clarté de la grande lune de l'équateur qui éclaire la scène. Et puis quelques tambours commencent à retentir, et puis les feux commencent à être un peu activés. Les tambours, au début, commencent à battre de façon très irrégulière. Les batteurs de tambours les chauffent au sens figuré, puisqu'ils tapent un peu dessus, et puis après, ils les chauffent réellement sur le feu pour tendre la peau, visiblement. Et puis, petit à petit, à mesure que la soirée avance, les tambours commencent à battre de façon beaucoup plus en rythme, jusqu'à s'accorder absolument parfaitement et à monter en son de façon prodigieuse. Et à ce moment-là, quand les tambours battent tous ensemble avec une sonorité intense dans le fin fond de cette jungle, sortent de la grande maison des personnages, des anciens, qui sont déguisés avec des masques de fibres et avec des chapeaux de plumes de paradisier. Et ils se mettent en quelque sorte en garde devant la grande maison. Et retentit une clameur énorme, je n'avais pas vu ça. Toute la jeunesse du village s'était retirée en arrière et arrive en courant comme une horde en direction de la grande maison. Et devant la grande maison, les anciens se dressent et font un discours.
Et là, j'ai demandé à l'interprète ce qui s'est passé et il m'a expliqué quel était le sens de cette fête qui a duré toute la nuit, avec des avancées, des vagues d'attaques de cette maison, de cette vieille maison, et cette défense qui était organisée par les anciens. En réalité, les anciens représentent les gardiens de la culture de leur peuple et de l'harmonie entre la forêt, la mer et les hommes. Et les jeunes qui font cette simulation d'attaque de la maison, de la grande maison qui est le lieu de la culture du peuple papou, eh bien, représentent les forces extérieures, les forces du renouveau, les forces qui veulent renverser la civilisation traditionnelle papou. Et la bataille entre les anciens et les modernes, entre la culture traditionnelle et le monde extérieur qui veut anéantir à la fois la forêt, la mer et la civilisation papou, eh bien, me semble en effet être le parfait résumé de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous sommes maintenant 6,5 milliards de papous sur la Terre. Est-ce que nous arriverons à conserver contre nos forces de la destruction qui montent à l'assaut perpétuel de notre civilisation? Est-ce que nous arriverons à conserver cette harmonie que nous avons pendant assez longtemps gardée avec notre mère, la Terre? Eh bien, toute la question se pose. Dans la dernière cérémonie que j'ai vue chez les Papous, les gardiens de l'unité du monde et de l'homme étaient sortis triomphants de la bataille. Reste à savoir si dans cette bataille qui est maintenant enclenchée sur la terre entière, les gardiens de l'harmonie resteront triomphants bien longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, j'espère qu'on va y arriver quand même. C'est une soirée optimiste et puis j'espère qu'elle va durer, que ça ne va pas être qu'une soirée optimiste, que ça ne va se prolonger plus longtemps qu'une soirée. Alors, maintenant, Alain Superby, vous êtes astronome amateur, vous avez beaucoup travaillé avec Hubert Reeves, et votre grand questionnement, c'est comment la vie a pu arriver sur Terre. Et vous cherchez par tous les moyens de savoir comment ça a démarré. Est-ce que c'est arrivé par une météorite? Est-ce que c'est le Big Bang? Est-ce que c'est... Vous investiguez toutes les solutions. J'ai la prétention d'avoir la réponse. Hein. Oui, j'imagine. Mais en tout cas, vous cherchez. Ça me rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure. Une des bizarreries de l'être humain, c'est qu'il a envie de comprendre. Je ne sais pas quel est le premier fou qui a inventé ce qu'on appelle le microclimat portatif, c'est ça, qui fait qu'on a transgressé notre nature profonde, qui consiste à quitter les régions tropicales et à se barrer dans des endroits couverts de brume, là où il fait froid, on est obligé de lutter, et qui dit lutter par voie de conséquence va transformer notre manière d'être. On était peut-être gentil qu'on n'avait pas besoin de lutter. Puis le jour où on a eu besoin de lutter, on est peut-être devenu méchant. Il faut se méfier quand même. Bien, et on a donc en face de nous cette nécessité de comprendre. C'est un constat. Je ne cherche pas à expliquer comment ça se fait, je le constate. Et puis à un moment donné, la nature ne nous suffit plus. D'abord, la planète Terre ne nous offre pas assez de choses. Et Dieu sait si c'est dangereux de justement pas s'arrêter là. Hein. Et comme l'évolution ne va pas assez vite, on se dit on va se faire des nouveaux yeux qu'on va lancer dans l'espace. Et l'évolution n'a rien fait d'autre. Le ver de terre qui vit sous terre, un jour, sortit son nez et s'est dit mais que se passe-t-il là-haut? Et je suis très près de penser que nos proches cousins les singes, il ferait peut-être mieux d'être éloignés d'ailleurs que proches, ce serait moins dangereux pour eux. Nos proches cousins les singes ont probablement des questions qui sont des questions d'ordre métaphysique, parce que je ne vois pas du tout qu'est-ce qui pourrait me convaincre que ce soit uniquement quelque chose qui concerne l'être humain. Parce que de deux choses l'une, où nous nous extrayons du règne animal, et c'est extrêmement grave dans les conséquences, ou alors on accepte une bonne fois pour toutes qu'on en fait partie. Et on prend ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a d'un petit peu plus compliqué à résoudre, ou ce qui va nécessiter simplement une mutation d'ordre psychologique. Alors, comme on m'a demandé de faire une belle histoire ce soir, alors que par certains aspects, quand même, je traîne un petit côté très préoccupé par l'activité humaine sur cette planète, quand même. Parce que des choses comme celles que vous avez ressenties, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'en ressentir, notamment en océan Indien, où des aventures tristes que j'ai pu voir comme étant tristes me sont arrivées. Alors, puisqu'on m'a demandé de faire des choses optimistes,
Je vais vous raconter un joli cadeau de Noël qu'un copain m'a fait il n'y a pas bien longtemps. C'était il y a 2 ans. J'étais très ennuyé pour mes enfants parce que j'ai 2 enfants jeunes. Et je leur dis, les amis, demain, c'est pas l'arbre de Noël. On s'en va à l'Institut d'astrophysique de Paris pour assister en direct à l'approche de Mars par la petite sonde Mars Express. Parce que j'avais un copain qui l'avait lancé et qui avait eu la gentillesse de m'inviter. Ça arrivait le matin de Noël. Mes gamins avaient à l'époque 8 et 10 ans, cas de conscience du patouze. Je me disais, ils vont s'endormir, comme ça je ne serai pas embêté. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi j'ai toujours vécu ça comme quelque chose qui est un prolongement de nous. J'ai rencontré et j'ai pu ressentir avec ceux qui avaient lancé ces objets l'angoisse, parce que ce sont des projets qui sont difficiles à faire, difficiles à réaliser. C'est toujours des paris humains compliqués. Il faut convaincre des investisseurs, il ne faut pas rater son coup, on a l'air ridicule. Et puis en plus, c'est éventuellement 10 ans de fichu. Et représentez-vous bien donc ce petit engin qui part, qui quitte la Terre. La première chose qu'elle fait, elle se retourne vers la Terre pour regarder comment marche sa caméra. Donc nous testons nos yeux vers nous-mêmes. Nous nous regardons, c'est le premier test. Et ensuite on part avec pas assez d'énergie pour freiner. C'est-à-dire que non seulement il ne faut pas rater sa cible, mais il faut passer de telle manière que la fine couche atmosphérique de Mars va ralentir votre course. Et lors d'un premier passage, vous allez traverser cette atmosphère, repartir, mais vous avez perdu assez de vitesse pour vous mettre à retomber vers la planète. Et là, il ne faut pas se tromper parce qu'il faut repasser plusieurs fois dans cette atmosphère très ténue pour casser votre vitesse, parce que vous n'avez pas de quoi freiner. Et d'autre part, quand vous partez, évidemment, vous ne savez pas quel temps il fera sur Mars. Or, on sait que de temps en temps, il y a des tempêtes de poussière telles qu'il ne vaut mieux pas passer là ce jour-là, parce que c'est comme du papier de verre quand vous arrivez à quelques kilomètres à la seconde. Donc, c'est à éviter absolument, mais au moment du départ, vous ne savez pas. Donc, il y a un vrai suspense dans cette affaire-là. Et puis, à un moment donné, l'engin arrive et on se dit, pourquoi l'a-t-on lancé ? Eh bien, c'est en fait pour nous comprendre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on délègue à ce petit engin un véritable... J'ai une petite panne là, je suis un peu en Poitiers, qui est un véritable, je vais me débrouiller, qui est un véritable concentré de génie, de savoir-faire très compliqué. Il fait froid là-haut, tout se passe pas comme on l'avait prévu, rien ne se passe comme on l'avait prévu. Donc il y a plein de suspense et on a embarqué un certain nombre d'expériences qui vont nous donner des clés de compréhension de ce qui s'est passé chez nous. Alors ça, pour moi, c'est, je crois, le comble de l'émotion de penser qu'un petit robot là-bas, tout seul, hein, c'est loin, hein, c'est froid en plus, est en train d'accomplir une tâche que nous serions incapables de faire, parce que si l'être humain était là-bas tout nu, il serait très très mal. Et grâce à lui, on va mieux comprendre ce qu'il faut faire ici pour être un peu plus intelligent. Et ça, pour moi, c'est une vraie émotion. Merci beaucoup. Avant de passer à Franck Pottet, on va retrouver notre ami Christian, qui nous a à nouveau préparé un joli petit moment et ses marionnettes extraordinaires.
I wanna be loved by you, just you and nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boo, boo, ba, doo. I wanna be kissed by you, just you and nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. Poo, poo, ba-doo. Ay, da, da, da. Merci beaucoup. Merci Christian. C'est magnifique. Alors Franck Pottet, c'est vraiment le gars avec qui on a tous envie de partir en voyage. Et quand j'entendais avec émotion comment Nardo Vicente parlait du voyage qu'il avait organisé, et c'était où? Aux îles Lipari. Aux îles Lipari. Les îles éoliennes, Ah oui. exactement. C'est vraiment, ça a l'air d'être un club de vacances, un peu genre les bronzés, un peu, hein, votre Tout truc. à fait. Voilà, c'est ça. Alors on appelle ça du voyage éthique, c'est ça? Alors nous, on propose des voyages pour aller, entre guillemets, montrer les beautés de la Terre. Ouais. Effectivement, essayer de mettre un peu un sens au voyage. Et plus que l'aspect oisif ou ludique du voyage, c'est effectivement d'essayer d'aller à la rencontre des beautés de la Terre, qu'elles soient d'ordre de la nature, mais aussi des cultures et des coutumes des hommes. Et vous emmenez les enfants aussi, vous faites des voyages en famille. Moi, Ah oui, j'irais tout à bien, fait, mais- avec mes filles, faire le voyage aux îles éoliennes pour voir les volcans. On va en parler dans un instant. Voilà, on en parlera. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé comme conte? Alors pour ma part, je vais vous parler d'Afrique, on va y revenir décidément ce soir. Et quand j'étais enfant, comme tous les enfants, j'ai eu des rêves. Et un de mes rêves, effectivement, était d'aller à la rencontre des grands primates d'Afrique. Et qui avait été notamment un rêve qui était né par la lecture d'un livre qui m'avait enchanté, qui m'avait troublé et qui a conduit une partie de ma vie maintenant, qui était un livre de Dian Fossey, qui racontait ses premières aventures scientifiques dans les monts Virunga. En 1983, j'avais 19 ans, j'ai décidé de partir traverser l'Afrique pendant un an à pied. Et j'ai croisé mes pas ont croisé un pays qui est le Rwanda, le pays des 1000 collines, un pays de verdure, un pays extraordinaire dans ses paysages. J'ai eu l'occasion d'y passer plusieurs semaines, de gravir les nombreux volcans qui composent la chaîne des Virunga, dont certains culminent à plus de 4000 mètres, qui sont une splendeur africaine. Et dans ces montagnes, sur ces pentes, dans cet écosystème un peu particulier, des grandes jungles d'Afrique centrale, d'altitude, il y a une espèce animale, les gorilles des montagnes, extrêmement emblématique, qui a été magnifiée par Dian Fossey, ses travaux et bien d'autres scientifiques.
Et alors que du haut de mes 19 ans, effectivement, j'ai eu l'occasion d'aller à la rencontre de ces grands primates. À l'époque, Dian Fossey était encore présente dans les monts Virunga, à Karisoke. Et cette rencontre magique, qui était l'aboutissement d'un rêve d'enfant, fut pour moi un véritable choc. Le choc des primates, choc du regard d'un primate, choc du contact, éventuellement. Et puis surtout aussi, j'ai eu un choc, et c'est celui de la rencontre d'un pays, des hommes, d'une culture, qui étaient composés de deux ethnies principales, les Hutus et les Tutsis. Il faut savoir que Dian Fossey est assassiné en 86, quelques années après, par les braconniers, semble-t-il, dans sa cabane à Karisoke, sur la selle du volcan Karisimbi et Bisoke. Et puis, il faut savoir qu'effectivement, Dian Fossey, pour faire fonctionner ce parc national, a tout de suite compris qu'effectivement, ces gorilles, si on voulait effectivement qu'ils soient reconnus par le Rwanda, par les Rwandais, par le gouvernement, il fallait qu'ils aient un sens, c'est malheureux à dire, mais économique, qu'ils aient une valorisation économique. Et donc, elle a mis en place, à côté effectivement de la mise en place du parc national, d'une recherche fondamentale sur les grands primates de cette région d'Afrique, un tourisme nature d'observation des gorilles pour, entre guillemets, premièrement, financer le parc national, et aussi par les visiteurs qui étaient amenés à aller à la rencontre de ces grands primates, en faire des ambassadeurs, quelque part, de retour chez eux, de la valeur de cette espèce animale dans cette Afrique centrale. Et puis, il faut savoir qu'effectivement, ce tourisme nature a pris une importance assez importante, parce que dans les années 90, le tourisme d'observation des gorilles des montagnes représentait la deuxième source de revenus en devises étrangères du Rwanda. La seconde ou la première était le thé. Donc c'est vous dire l'importance de cette richesse nationale, de ce patrimoine national, patrimoine naturel, que représentaient les gorilles des montagnes. Et puis, comme vous le savez tous, en 1994 a eu lieu une guerre civile d'une violence extrême, le génocide rwandais, où des centaines de milliers de Tutsis ont été exterminés par les Hutus. Quelque temps après, la diaspora Tutsi, effectivement, qui avait été exilée les années précédentes dans les pays limitrophes, l'Ouganda, le Kenya, sont revenus, ont pris le pouvoir au Rwanda, ont chassé, entre guillemets, une grande partie des Hutus génocidaires qui sont réfugiés dans les monts Kivu, qui est d'ailleurs toujours en guerre civile. Et puis, bien sûr, pour tous les scientifiques, pour tous les gens qui s'intéressaient à cette région du monde, et y compris moi, en tant que simple touriste, qui avait eu la chance d'observer une fois les gorilles des montagnes, il y avait une grande question. Qu'était devenu dans cet événement, effectivement, ce parc national, cet écosystème, et en l'occurrence, les gorilles des montagnes. Et bien sûr, on avait la plus grande inquiétude, effectivement, sur la situation qui pouvait se passer dans ces montagnes, sachant qu'on n'avait pas beaucoup d'indications, la région n'était pas encore sécurisée, le pays pas de nouveau encore stabilisé. Et puis, les années ont passé, heureusement, le Rwanda a commencé à se reconstruire socialement, économiquement, politiquement. Et dans les années 96-97, on a commencé à avoir les premières informations sur ce qui se passait dans le parc national. Et là, deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on a su que, alors que les événements se passaient dans les villes, les villages et les campagnes, eh bien, il y a des anciens rangers du parc national, l'administration du parc national n'existant plus, qui avaient continué. Des anciens rangers, Tutsi ou tout, indifféremment, avaient continué à aller patrouiller pendant les événements et après les événements dans le parc national pour continuer à localiser où étaient les familles de gorilles qu'ils voyaient avant chaque jour avec les quelques touristes qu'ils emmenaient dans ces montagnes, et puis également éliminer les pièges des braconniers qui continuaient un petit peu à avoir des exactions dans le parc national. Et là, des gens, de façon complètement désintéressée, bénévole, spontanée, effectivement, avaient non seulement continué leur mission en dehors de leur travail, d'aller à la rencontre de ces gorilles des montagnes, mais également, l'histoire dit qu'effectivement, on a même vu des Tutsis et des Hutus ensemble aller patrouiller dans le parc national, alors qu'en bas, dans la vallée, se faisait la guerre. Donc un message d'espoir fabuleux. Et puis la deuxième très bonne nouvelle, ça a été qu'effectivement les scientifiques, quand ils ont commencé, les scientifiques rwandais, étrangers, occidentaux, qui travaillaient sur zone, notamment grâce à la fondation Dian Fossey, on a commencé à faire un comptage de la population des gorilles de montagne pour faire un constat. On s'attendait effectivement à une population qui avait été décimée pour la viande, pour les trophées, à cause du braconnage, et donc des décès des gorilles pris dans les pièges. Et puis, au contraire, les premiers comptages ont montré que la population était plutôt en expansion, pas énormément, mais en tout cas, effectivement, qu'elle se portait bien, et qu'effectivement, il y avait de nombreux petits qui étaient nés pendant les événements, qu'il y avait effectivement des nouvelles familles qui s'étaient composées, les groupes s'étaient partagés, ça avait fait des nouvelles familles qui s'étaient réparties dans différents endroits du parc national, sur les flancs des volcans.
Et que donc, une note d'espoir dans ces années noires du Rwanda, les gorilles des montagnes, qui sont une espèce extrêmement sensible, parce qu'il en reste à peu près 600 aujourd'hui dans ces monts Virunga, la population ne se portait pas trop mal. En 1999, quand j'ai monté mon agence qui s'appelle Terra Incognita, qui propose des voyages nature, j'ai eu envie un petit peu une de mes premières intentions a été effectivement de rendre un petit peu ce que m'avait donné l'Afrique à un moment donné quand je l'avais traversé à pied, sans le sou comme on dit. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire quelque chose. Est-ce que je pourrais pas essayer de remonter le tourisme effectivement au Rwanda? Alors qu'en France, en Europe, aucun tour opérateur n'avait encore eu, en tout cas, l'envie de remettre ça dans les catalogues. Bon, je créais ma société, j'avais pas beaucoup de sous, il fallait faire des prospections, il fallait créer des itinéraires, il fallait créer des contacts. Pas évident. Et puis surtout, il y avait un problème d'image. Créer un beau produit, effectivement, pour aller voir les gorilles des montagnes, c'était une chose. Après, trouver effectivement des gens qui avaient envie d'aller au Rwanda, alors que l'image dans le grand public, dans la presse, etc., c'est extrêmement négative, était un combat qui était un peu hors de ma portée. J'ai pas les moyens d'aller communiquer là-dessus. Et puis, la chance a voulu qu'effectivement, je sois contacté par l'émission des Racines et des Ailes, produite par Patrick de la Correlis, et qui s'est intéressé un petit peu à cette démarche, qui m'a dit banco, on y va. Donc, je suis parti avec un journaliste, avec un caméraman. On était faire une prospection, effectivement, ce pays, donc pour moi, 20 ans après un premier passage. Et puis j'ai rencontré des Rwandais, des Tutsis en l'occurrence, notamment un homme qui s'appelle Billy, monsieur d'une 60aine d'années, qui est un Tutsi qui fait partie de la diaspora, qui avait été exilé au Kenya et qui, dans les années 59, donc qui n'avait pas revu son pays depuis, et qui après les événements, par patriotisme, était revenu au Rwanda, mais bon, n'avait pas grand-chose pour vivre parce qu'effectivement, c'est un pays quand même assez pauvre, voire très pauvre. Et puis, donc, je l'ai aidé à monter une petite agence sur Kigali. Et depuis, je travaille toujours avec. Et donc, je lui envoie. Il s'occupe de toute la logistique de mes voyages, effectivement, au Rwanda. Et puis, je lui envoie maintenant régulièrement des groupes, quasiment tous les mois, pour aller voir les gorilles des montagnes. À côté de ça, au début, j'encadrais moi-même les voyages parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis, je connaissais assez bien l'Afrique. Et puis, je me suis dit, bon, plus que d'y aller à chaque fois, ce qui serait sympa, effectivement, et plus logique, économiquement, socialement, éthiquement, ça serait effectivement de former des Rwandais à l'encadrement de nos groupes. Et donc, pareil, j'ai identifié un Rwandais, en l'occurrence, qui s'appelle Théogène, qui a une 40aine d'années, qui lui faisait aussi partie de la diaspora Tutsi exilée au Kenya. Il était devenu guide de safari sur la grande faune africaine, de savane. Et il était retourné lui aussi au Rwanda après les événements, avec sa famille, sans trop de travail pour lui-même. Et puis j'ai dit, il avait quand même une expérience de l'accompagnement de groupe, etc., en zone de savane. J'ai dit, viens. Donc j'ai eu l'occasion, effectivement, de montrer à un Tutsi, à un Rwandais, une rencontre avec les gorilles des montagnes. Déjà, c'était une satisfaction. Après, à un moment donné, c'était un échange de bons procédés. Et puis, je l'ai formé, effectivement, un petit peu à tout de ce que pourrait être pour moi l'accompagnement de groupe dans les monts Virunga. Et depuis, Théogène encadre tous nos groupes. Et depuis 5-6 ans, aucun guide européen n'accompagne nos voyages au Rwanda. C'est fait localement avec un Rwandais tout à fait compétent et qui, en plus, au-delà de ce qu'il peut montrer des gorilles des montagnes, peut aussi parler de son histoire, de sa culture et de sa vie quotidienne. Et puis, donc, tout ça pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, je vais quand même faire un constat, c'est qu'effectivement, l'idéal dans le parc des Virunga, c'est qu'il n'y ait pas de touristes. Il faut être clair. Le plus simple, effectivement, ça serait que ces gorilles puissent vivre en paix dans ce parc national, sans les touristes, sans les hommes. Mais malheureusement, il faut faire aussi le constat qu'effectivement, comme beaucoup de parcs nationaux dans le monde, les parcs, si on n'y trouve pas une valorisation économique, ils ont dans des pays comme ceux-là, mais pas forcément des pays du tiers-monde, mais aussi dans les pays occidentaux, ils n'ont plus de sens. Et qu'effectivement, les animaux sont abattus, les écosystèmes perturbés, le bois utilisé pour le bois de feu ou pour construire les cabanes, les terres récupérées pour les cultures, et qu'effectivement, si on ne trouve pas un sens économique à ces parcs nationaux, et en l'occurrence pour les Virunga, ce sont les gorilles des montagnes, ces parcs sont voués à disparaître. Donc voilà, donc tout ça pour vous inviter, vous aussi, à aller un jour rencontrer ces grands primates, qu'ils soient gorilles, des montagnes, des plaines, les bonobos, les chimpanzés, les orang-outans, et qu'au-delà, effectivement, de vous aussi devenir ambassadeur de ces grandes espèces, au travers des émotions que vous aurez pu avoir, je vous invite effectivement, parce que c'est quelque chose de magnifique et qui a marqué ma vie, c'est de croiser le regard d'un gorille. Ça, c'est quelque chose de super. Merci beaucoup. Alors, Nardo Vicente, on dit Vicente ou on dit Vicente?
Ah, comme je veux. Oh, ben, Vicente, je trouve que ça fait rêver. Alors vous avez enflammé le festival l'année dernière avec votre spiruline. Ah, cette spiruline, moi, on est resté sous le choc avec votre algue bleue bourrée de protéines qui pourrait nourrir la planète. C'était absolument passionnant. Vous avez eu le prix, d'ailleurs, je crois, de la vulgarisation scientifique. Incognita, justement. Ah, le prix Terra Et j'en Incognita. remercie encore Franck Bottet. Et vous travaillez aussi pour l'Institut océanographique Paul Ricard. Vous êtes passionné par la mer. Il paraît qu'on vous trouve très souvent en combinaison de plongée à compter les mérous dans les calanques. Les mérous et la grande nacre de Méditerranée, qui est le plus grand coquillage au monde avec le bénitier, qui peut atteindre 1 mètre de hauteur. Et alors la spiruline, elle va... Écoutez, la spiruline, nous en reparlerons samedi matin à vous allez nous l'occasion parler d'un atelier. samedi. Alors vraiment, venez écouter la spiruline parce que ça, c'est passionnant. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé comme belle histoire ? Écoutez, moi, comme Yves Pacalé, je vais vous parler de l'océan, bien entendu, et de l'océan Indien en particulier. Le jour se lève sur Anakao, petit village de pêcheurs du sud-ouest de Madagascar. 2 jeunes pêcheurs, Vezo, ce sont les pêcheurs de la région, s'apprêtent avec leur pirogue à balancier à aller retirer leur filet de pêche qu'ils ont calé la veille à quelques encablures de la baie de Saint-Augustin, qui fut un repère de flibustiers et de pirates au XVIIe siècle. Ils hissent la grand voile, la voile caractéristique carrée des Vezo, et gagnent rapidement le lieu de pêche porté par les vents dominants. Et à l'arrivée, ils constatent que l'un des signaux qui retiennent le filet a été emporté par la tempête qui a sévi durant toute la nuit. Et le filet a coulé. Comme ce sont 2 grands gaillards, ils entreprennent de remonter le filet à la force des bras et s'échappe un requin. Mauvais présage. Ils continuent à remonter le filet et ils voient apparaître un énorme poisson qu'ils n'ont jamais vu, qui ressemble à un énorme mérou avec de gros yeux glauques, des écailles bleues. Le soleil levant se reflète dans ses yeux. Ils embarquent l'animal sur leur pirogue à balancier et rentrent au village. Là, la foule des curieux les attendent. Ils débarquent cet énorme animal et personne ne l'a jamais vu. On fait appel au chef de village, on réunit le conseil des sages, et non, on ne connaît pas du tout ce poisson, et quand on ne connaît pas, on ne le mange pas, car c'est fade, c'est-à-dire tabou. À ce moment-là, passe un touriste venu de la Réunion qui reconnaît le sélacanthe, qui reconnaît cet animal, cette espèce de poisson apparu il y a 350 millions d'années sur Terre, que l'on croyait disparu il y a 70 millions d'années, et qui possède des nageoires ressemblant beaucoup plus à des pattes qu'à des nageoires. Car, en effet, on constate qu'à l'intérieur de ces nageoires, il y a des phalanges. Et donc, ce sélacanthe, c'est le passage raté à la vie terrestre. Et le premier sélacanthe fut trouvé en 1938 sur les rivages de l'Afrique du Sud, à l'embouchure d'une rivière, la Chalumna, par une jeune zoologiste qui était conservatrice d'un musée sud-africain, qui, voyant cet animal, en fit l'inscription au professeur Smith, qui lui, évidemment, reconnut immédiatement ce sélacanthe que l'on trouvait dans les couches géologiques du Trias. Il le décrivit et il le dédia à Miss Latimer, c'était le nom de la jeune zoologiste. Et comme on l'avait trouvé à l'embouchure de Chalumna, eh bien, il lui attribua le nom de Latimeria chalumnae, c'est le sélacanthe. Par la suite, évidemment, le professeur Smith n'en revit plus jamais, il était très mal conservé, ce sélacanthe. Et par la suite, on le retrouva autour de l'archipel des Comores.
Et c'est un professeur français, professeur Millot, du Muséum d'histoire naturelle, qui fit l'étude des populations de l'archipel des Comores. Les pêcheurs en ramenaient, très souvent, c'était le Gambessa des pêcheurs comoriens. Et ensuite, eh bien, d'autres chercheurs se sont penchés sur cet animal, l'allemand Frick du Planck Institute, et également Max Planck Institute, et également un chercheur d'ici, de Marseille, de la station marine d'Andoum, le Ralph Plante, qui est un très bon ami. Et je pensais, moi, naïvement, que ce sélacanthe devait exister également sur les côtes de Madagascar. Il n'y avait pas de raison qu'il n'y soit pas dans ce chenal, dans le canal du Mozambique. Et les événements m'ont donné raison, puisque ces deux jeunes pêcheurs, par une belle journée d'août 1995, ramenaient le premier sélacanthe de Madagascar. Le touriste se disait, ce sélacanthe ferait très bien dans un musée, j'en tirerai beaucoup d'argent, et donc il entreprend de l'acheter aux pêcheurs malgaches, qui sur l'instant se montrent réticents. Puis finalement, il réussit à l'obtenir pour 34 000 francs malgaches, c'est-à-dire 34 de nos francs de l'époque. Se disant, bonne affaire, je vais le vendre à un musée asiatique ou à Singapour tout simplement, et j'en tirerai beaucoup d'argent. Mais à ce moment-là, passe une jolie blonde, Monica, une Suissesse qui venait de créer un club de plongée à Anakao. Elle s'approche du touriste et lui dit: veux-tu connaître les joies des geôles malgaches? Si c'est ainsi, essaye donc de passer la douane. Si j'ai un conseil à te donner, porte plutôt cet animal au musée de la mer de la station marine de Tuléar, qui se trouve à 30 km, et tu feras une bonne action. Évidemment, le touriste se laisse convaincre, et le sélacanthe, aujourd'hui, constitue la pièce maîtresse du musée de la mer à Tuléar. Les deux jeunes pêcheurs, après un tel succès, continuent à pêcher sur les mêmes rivages et remontent quelques temps après. Le premier sélacanthe était un mâle d'1 m 34 et 43 kg. Il remonte une femelle d'1 m 60 et 90 kg qui, la malheureuse, renfermait 16 embryons. Et celle-ci a été pêchée à très faible profondeur, alors qu'on prétend que le sélacanthe vit à grande profondeur, entre 200 et 400 mètres. La femelle fut pêchée à 45 mètres de profondeur. Elle se retrouva également au musée de la mer, mais nous manquions de récipients pour l'accueillir, et elle est toujours dans une chambre froide du service des pêches de Tuléar, espérant un jour pouvoir l'exposer elle aussi. Nous avons fait des prélèvements dans les embryons, une étude génétique a été faite, et il s'avère qu'il s'agit de la même population que celle des Comores. Il est fort possible qu'il existe de très nombreux sélacanthes dans ce secteur, des familles entières, comme celles qui ont été filmées par le professeur Frick, où il y avait des adultes, de jeunes individus. Et il est à espérer que ces jeunes individus pourront continuer à être protégés, car l'espèce est protégée au niveau international par la Convention de Washington. Et donc, j'espère que petit sélacanthe deviendra grand, à condition que l'homme lui prête vie. Merci, merci Nardo Vicente. Moi, j'ai entendu dire qu'on mangeait des cervelles de singes vivants. C'est pas vrai, ça. Il y a des limites. Ah. Un petit temps mort. Merci. C'est une petite anecdote d'Afrique du Sud pour M. Pic. Il y a 2 ans, j'étais dans le South Pansberg Nord, au nord de l'Afrique du Sud, chez un ami qui est taxonomiste. Et puis nous sommes allés voir, je suis allé voir un coucher de soleil dans 3000 hectares, superbe. Et qu'est-ce que je vois en face d'un rocher, sur un rocher, au coucher de soleil, quelqu'un qui regardait aussi le coucher de soleil. C'était des chimpanzés.
Des singes, en tout cas. En tout cas, des singes. Alors, non, il n'y a pas de chimpanzés en Afrique du Sud. Ce sont des babouins qu'on appelle les chacmas. Mais il y a d'autres babouins qui font ça aussi. Les babouins sont partout en Afrique. Qui font ça, ce sont les hamadryas. Et ces hamadryas sont en Éthiopie. Et les Égyptiens de la Grèce, donc la civilisation, qu'est-ce que dis-je ? Les Égyptiens de la grande civilisation pharaonique, pardon, l'Égypte ancienne, eh bien, avaient bien repéré cela. Et en fait, il est vrai, avant de se coucher le soir, ils mettent leurs mains comme cela. Et justement, ce singe hamadryas, ces babouins hamadryas, représentent le dieu Thoth, qui est à dire le dieu des scribes et qui protège les écritures et le savoir. Donc, alors que la culture occidentale a rejeté les singes, donc les Égyptiens anciens les vénéraient comme d'autres animaux. Mais cher ami, je voudrais dire une chose. J'ai beaucoup aimé votre voyage au Rwanda. Mais je vous demanderai une chose, une petite précision. L'histoire est absolument super parce qu'en effet, alors que les belligérants étaient opposés, ils s'étaient même accordés pour ne pas se battre entre eux et protéger vraiment le parc des grands singes. Et surtout, ne dites pas animaux. On sait plus ce que c'est que les animaux aujourd'hui. Et vous avez raison, faites ça un jour, prenez du temps si vous allez dans un parc zoologique ou si vous avez la chance d'aller dans ces beaux voyages. Quand vous voyez le regard d'un gorille, vraiment, c'est votre humanité qui est interpellée. Oui, on a parlé des singes qui contemplaient le coucher du soleil. Et la possession du sentiment esthétique et de la capacité de comprendre ou de voir le beau chez les animaux fait partie des grandes énigmes de la nature. Est-ce que les animaux ont une conscience ? Est-ce qu'ils ont conscience d'eux-mêmes ? Est-ce que certains sont intelligents ? Et moi, j'ai des souvenirs très étranges avec des sortes de grands dauphins blancs qu'on appelle aussi baleines blanches, que sont les belugas. Ce sont des animaux extrêmement sensibles à la musique, qui parlent, qui, comme tous les dauphins, ont un langage extrêmement compliqué, avec beaucoup d'ultrasons qu'on n'entend même pas d'ailleurs. Certains sont destinés à repérer les objets dans l'eau, mais d'autres sont vraiment structurés comme un langage. Ce sont des animaux très sensibles à la musique. Alors, on se souvient de la légende grecque du poète Arion, qui avait été enlevé par des pirates. Les pirates l'ont menacé de le jeter par-dessus bord et il a demandé, comme dernière volonté, de jouer de la lyre. Il a joué de la lyre au bord du bateau, en pleine mer. Et lorsque les pirates l'ont jeté par-dessus bord, eh bien, des dauphins étaient là, ils étaient venus écouter la lyre. Ils avaient été charmés par la lyre et la musique les a incités à sauver Arion. Ils l'ont pris sur leur dos et l'ont emmené jusqu'au rivage et lui ont sauvé la vie. Et cette histoire d'Arion qui a joué de la lyre et qui a charmé les dauphins a beaucoup intrigué les actuels cétologues, puisque c'est comme ça qu'on appelle ceux qui s'occupent des dauphins. Et dans de très nombreux cas, on a communiqué avec les dauphins en jouant de la musique. Et on s'est aperçu, comme ce sont des animaux très acoustiques, qu'ils sont capables d'écouter la musique, ils y sont sensibles. Et les belugas sont encore plus sensibles que tous les autres, ils sont capables de tout imiter, ils imitent des chants d'oiseaux, ils parlent dans la mer, ils imitent même les bruits des bateaux, et ils ont failli déclencher la guerre nucléaire parce qu'ils imitaient les sous-marins, des sous-marins soviétiques à l'époque. Voilà. Et la chose que je voulais dire aussi, c'est qu'une fois, il nous est arrivé, en pleine mer, de voir une aurore polaire dans les mers nordiques d'Alaska. Il y avait des belugas et tout le monde était en train de contempler le ciel avec cette aurore polaire, ces draperies luminescentes, mauves, vertes, absolument fabuleuses. Eh bien, les belugas étaient en surface et visiblement, ils étaient en train de regarder aussi l'aurore polaire, au moins aussi émerveillés que nous. Alors, je ne sais pas si je peux employer l'adjectif, mais c'était vraiment pas loin. Pendant qu'on est en train de préparer son film, comment lui est venue cette idée incroyable de faire cette vie des animaux?
Parce que en plus, le succès écoute, ne s'arrête pas. Tu sors le DVD là maintenant. Oui. Comment non, ça mais t'est ça venu m'est venu parce que je regardais la télévision sans le son. Et donc je faisais d'autres activités, mais il y avait toujours cette télévision ouverte souvent dans la journée. Et c'est vrai que je me suis très vite aperçu en voyant des documentaires animaliers que l'animal avait des comportements qui étaient pour moi drôles. C'est-à-dire qu'il avait un rythme qui était drôle. D'ailleurs, je pense que certains comiques ont dû beaucoup observer les animaux, parce que même De Funès, il faut bien l'avouer, qu'il avait un comportement assez simiesque, on dirait, comme les singes font, c'est-à-dire ils sont très rapides dans leur focalisation, et les oiseaux, pareil. À partir de là, j'ai trouvé que c'était intéressant d'essayer de projeter, en fait, plutôt notre vie privée à nous sur celle des animaux. Parce que j'ai jamais trop essayé de me foutre de la gueule des animaux, ce qui m'a un peu de moi-même que je m'amuse à travers eux, si tu veux. Et petit à petit, j'ai enregistré beaucoup de choses animalières. J'ai commencé à voir beaucoup de documentaires, un peu partout, en allant évidemment aux sources à l'étranger. Et puis j'ai fait des montages. Et puis j'ai essayé de les faire parler. Alors ça, c'était un peu plus difficile parce qu'il me manquait ce qu'on appelle un peu le babillage. Je sais pas, quand les singes babillent ou les oiseaux chantent, en fait. Moi, il fallait que j'introduise quand même la parole. Donc ça a pris un peu de temps. Et j'ai été tourné aussi, à un certain moment, des primates, enfin des macaques, parce que je pouvais pas tellement faire ce travail-là avec des grands singes, parce que j'aurais fait la même chose avec des chimpanzés sauvages. À mon avis, il m'aurait, parce que évidemment, j'étais obligé de contrarier un peu les rapports qu'ils avaient entre eux pour les faire babiller. Bon, bravo à vous tous. Merci. Et je crois qu'on va s'arrêter là sur toutes ces belles histoires. Voilà. Au revoir tout le monde.